Radio Gazelle, aux urnes citoyens, l'émission électorale de Radio Gazelle. Nous continuons donc à recevoir les candidats pour les élections législatives qui se dérouleront dimanche prochain. Tout de suite, nous allons recevoir Ayette Boudella. Ayette Boudella, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour l'Alliance écologiste indépendante dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire les quartiers nord de Marseille. Le 14, une partie du 14, 15, 16, 16e arrondissement. Nous recevons aujourd'hui plusieurs personnes, puisque nous venons de recevoir Karim Zeribi, plusieurs personnes de ce secteur. Alors d'abord, parlez-moi un peu de vous. Que les électeurs vous connaissent, sachent qui vous êtes. Je suppose qu'ils le savent un peu dans votre quartier, vous êtes un peu connu. Mais je sais que il y a une grande injustice dans la manière dont les médias mettent la lumière sur les candidats, une grande inégalité, disons. Et donc, je vous propose de vous présenter, de dire quel est votre parcours, pourquoi l'Alliance écologiste indépendante et pourquoi est-ce que vous attendez de ces élections. Eh bien, je représente une fédération professionnellement, je représente une fédération d'associations de commerçants, artisans, sur le secteur du 15e et 16e arrondissement. Je suis leur manager, je suis en charge de la redynamisation des services de proximité. Les commerces et les artisans sont un lien social indispensable dans les quartiers. Ils ont leur part de travail, de communication, de prévention, de médiation à faire autour de la population. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont en péril. Donc j'ai été nommée animateur FISAC, Fonds d'intervention des services de l'artisanat et du commerce, par la ville de Marseille, avec des moyens alloués par l'État, pour redynamiser ce secteur. Donc nous avons obtenu pas mal de moyens pour revenir en aide à ces commerçants et artisans pour qu'ils puissent préserver leur activité. Ça, c'est la partie professionnelle. Je suis née à Marseille. Je suis dans les quartiers nord de Marseille depuis plus de 20 ans. J'y ai élevé mes 5 enfants. Je suis aujourd'hui grand-mère de 7 petits-enfants. Je ne suis pas un pur produit du politicien, je tiens à le souligner. C'est mon premier engagement et je m'engage justement pour libérer l'avenir de nos enfants, car le nord de Marseille est en péril. Il manque énormément de démocratie, d'écoute, de concertation avec l'ensemble de la population qui est demandeuse tout simplement du bien vivre tous ensemble, de sécurité, de sérénité, d'emploi, bien entendu. Nous avons quand même 40% de personnes au chômage dans nos quartiers. La population est fortement discriminée, c'est le mot, discriminée. Vous savez que c'est une population majoritairement issue de l'immigration. Nous avons l'impression d'être complètement délaissés et abandonnés. Et c'est avec cet état des lieux que je vous précise que c'est ma motivation aujourd'hui de mon premier engagement en politique pour représenter ce peuple qui souffre, ce peuple que l'on ne vient voir que pendant les périodes électorales et que l'on n'entend pas tout au long de l'année. Nordine ? Je ne sais pas si on peut dire bonjour ou bonsoir Ayette. Vous avez oublié de dire aussi que vous êtes à la Fédération des musulmans du sud de la France aussi. Tout à fait. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est il y a une étude qui a été réalisée dernièrement par le DROS, le dispositif régional d'observation sociale, et qui a fait un constat désastreux. On a l'impression, quand on lit ce constat, on nous parle de la Grèce, mais là, c'est plus pire que la Grèce, avec tout le respect qu'on doit pour les Grecs. 28% de la population qui vit au-dessus du seuil de la pauvreté à Marseille. Un enfant marseillais sur 2 vit sous le seuil de bas revenu. Ce taux atteint même 60% dans certains quartiers comme le 16e et le 3e arrondissement. Des familles qui vivent en moyenne avec 667 €. Cette étude couvre 90% des enfants de moins de 3 ans, près de 70% entre 3 ans et 18 ans. Sur le parc social du logement PACA, si on devrait comparer par exemple à l'Île-de-France, il y a 56 logements sociaux pour 1000 habitants à Marseille. Il y a 105 logements pour 1000 habitants en Île-de-France. Le taux d'échec scolaire, si on prend la moyenne nationale pour des jeunes qui sont entre 16 et 17 ans, c'est 7% à l'échelle nationale. À Marseille, c'est 17%. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes où il y a une insécurité totale des familles qui vivent avec 667 €?
on a l'impression, avec tout le respect qu'on doit pour eux, il y a des pays du tiers-monde qui vivent mieux ce que vivent les Marseillais qui vivent dans cette... Et là, quand même, c'est un constat désastreux. Et on a l'impression de vivre sur... Je sais pas. On a l'impression que Marseille ne fait pas partie de la France. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Nourdine. Effectivement, on manque terriblement de logements. Mais au-delà de ça, même les logements existants sur le secteur nord de Marseille sont des logements insalubres. Les bailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont démissionné. Vous avez des bars, des tours, qui pour la plupart ont des dysfonctionnements techniques. Je pense notamment aux quinzaines d'étages qui sont montés régulièrement à pied par des familles parce que l'ascenseur n'est pas réparé et cela dure régulièrement, ça se passe régulièrement. Je vais quand même vous préciser une chose. J'ai choisi, puisque Jacques me l'a demandé tout à l'heure, j'ai choisi d'investir le parti Alliance écologiste indépendante, qui est un petit parti, qui n'est pas très connu, qui tend à se développer et pour lequel j'ai adhéré à son projet de société, tout simplement. D'une part, il se positionne au-delà du clivage droite-gauche. Aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter de cibler systématiquement les partis traditionnels et de devoir nous faire entrer dans un moule ou à droite ou à gauche. Notre population est en péril. Vous l'avez bien précisé, Nourdine, le seuil de pauvreté atteint son summum, notamment sur le nord de Marseille. C'est une question d'individus qui sont élus à un moment donné au suffrage universel par cette population qui n'attendent pas. Cette population n'attend pas des promesses. Cette population attend des actions, attend du résultat. Et force est de constater que le résultat aujourd'hui, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et c'est pour cela que nous, citoyens, vous avez pu constater que nous sommes quand même près de 20 candidats sur la circonscription, dont bon nombre sont des candidats indépendants qui aujourd'hui ont envie de se lever et de dire c'est notre territoire, nous y travaillons, nous y habitons, nous y élevons nos enfants, nous avons le droit, au même titre que tous les autres secteurs, au bien vivre tous ensemble, à la sécurité, au travail, à un logement décent. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Alliance écologiste indépendante, sans clivage, aucun clivage de droite ni de gauche, sans aucune négociation ni alliance, quelle qu'elle soit, de quelque couleur de parti que ce soit, tout simplement pour porter haut et fort le projet de société de ce parti et les propositions de ce parti à laquelle j'adhère entièrement, totalement. Et vous dites ni droite ni gauche, vous avez vécu la campagne présidentielle, vous pensez que Hollande et Sarkozy étaient sur le même pied ? Je ne dirais pas sur le même pied. Je parle encore au nom de militants associatifs qui sont régulièrement autour de moi et en mon nom bien sûr, pour dire que la population des quartiers nord de Marseille s'est sentie bafouée, trahie, humiliée par un président qui, pour certains d'entre eux en tout cas, lui ont donné leur voix. Je parle de M. Sarkozy, qui nous a discriminés, humiliés, il n'y a pas d'autre mot. Et évidemment, lorsque on a en face de nous deux candidats au présidentiel, M. Sarkozy et M. Hollande, il n'y a pas à réfléchir. Il faut absolument faire partir Sarkozy. Il faut absolument qu'il sorte de ce gouvernement. Et on est content qu'il en soit sorti. Mais ça n'est pas pour autant que nous pouvons dire aujourd'hui que le fait qu'il y ait un président socialiste, on est sûr à 100% que les choses vont changer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le territoire du nord de Marseille, localement, est détenu par des élus de gauche, PS, communistes, etc. On n'a pas vu évoluer dans le bon sens cette circonscription. Au contraire, elle a périclité. Alors je me dois de m'interroger aujourd'hui et de me dire qu'est-ce qui fait que ce territoire périclite ? Pendant longtemps, on nous a dit ce n'est pas de notre faute. Le maire de Marseille étant d'un parti d'opposition, le gouvernement étant d'un parti d'opposition ne nous donne pas de moyens. Il faut arrêter de nous prendre en otage. Il faut comprendre une chose, c'est que la population attend des élus qu'elle
qu'elle nomme au suffrage universel un minimum de résultats, notamment pour habiter dans des logements dignes, pour obtenir une éducation de qualité pour leurs enfants. Et ça suffit de se renvoyer la balle. Il faut qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Monsieur Hollande a souligné à un moment donné qu'il était inadmissible de laisser un territoire, en parlant du secteur nord, dans cet état. Mais il est devenu comme ça. Pourquoi ? Parce que ça fait des décennies que l'on ne s'est pas vraiment impliqué dans une politique pour aider les personnes défavorisées, majoritairement installées sur le nord de Marseille. Majoritairement, ce sont des familles monoparentales, des mamans seules avec leurs enfants, des familles modestes qui ont besoin plus que jamais d'une aide à la parentalité, d'une aide à l'éducation, d'une volonté politique pour réguler et en tout cas diminuer le quota des classes dans les écoles, pour concentrer davantage les moyens sur les élèves. Et à partir de là, on peut arriver à travailler. Le monde associatif aussi est mis à mal aujourd'hui. Le monde associatif souffre énormément. Je peux me permettre de le dire puisque j'en viens, puisque je représente quand même une fédération de 13 associations, 550 commerçants que l'on accompagne. Mais au-delà de ça, je suis présidente de l'association Mixité de France en Action, qui a pour but d'œuvrer et d'œuvrer tout d'abord pour lutter contre toutes les discriminations de toutes formes, l'insertion, l'emploi, la prévention de la délinquance, et on mène énormément d'actions citoyennes. Mais au-delà de ça, on crée des passerelles, on crée des liens, des ponts, appelez ça comme vous voulez, avec différentes associations efficaces qui aujourd'hui voient leurs subventions s'amenuire et au-delà de ça, me disent régulièrement qu'elles n'arrivent plus à travailler dans ce contexte, à savoir si elles veulent obtenir des moyens, qu'ils soient financiers ou matériels, elles doivent entrer dans un moule, dans le moule d'un certain parti, et à partir de là, elles obtiennent ce qu'elles veulent. Alors moi, je suis un électron libre et je dis non, et je dis stop. Je dis aujourd'hui, il faut rétablir la démocratie, il faut rétablir la communication entre tous. On peut très bien avoir des opinions différentes et pour autant s'entendre et discuter, négocier. Voilà. Je parle au nom des associations, je parle au nom des habitants que je rencontre. Je vous l'ai dit, je suis une femme de terrain et je pense que les auditeurs doivent entendre ma révolte. Je parle avec le cœur, je parle avec les tripes. Je ne suis pas une politicienne. Je suis venue en tant que candidate aux législatives pour dire ceux qui, pour la plupart, font partie des grands appareils, disent vouloir vous représenter, mais à mon sens, ils ne se représentent qu'eux-mêmes. À mon sens, ceux qui vous représentent, ce sont les acteurs de la société civile qui travaillent sur ce territoire, qui connaissent toutes les caractéristiques problématiques de ce secteur et qui peuvent réguler et apporter des forces de proposition pour améliorer la vie de nos concitoyens dans le nord de Marseille. Pourtant, il faut tenir compte des rapports de force et des réalités. La gauche n'a pas été au pouvoir depuis plus de 10 ans. Tout à fait. Elle fait des propositions actuellement. On ne peut pas tirer le bilan d'un gouvernement qui est en place depuis un mois, mais ils ont pris quelques mesures qui semblent aller dans le sens au moins de ce que vous dites. Je pense à la décision de bloquer les loyers. Je pense à la décision de Mme Taubira de lutter pour les jeunes qui sont dans une phase pénale. Je pense aux décisions de M. Montebourg ou celles de M. Payon concernant l'éducation. Donc il y a des volontés d'avancer. Il faut des moyens pour coordonner entre ce qui se passe au plan local, dans les collectivités locales et dans les réalités nationales. Le rôle du député, c'est de voter la loi, de changer les choses. Une fois que vous serez, ce que demande François Hollande aujourd'hui, c'est d'avoir une majorité pour appliquer sa politique. Ce que demande M. Copé, c'est d'avoir une majorité pour que le Parti Socialiste n'ait pas tous les pouvoirs entre les mains. Si vous êtes élu au Parlement, vous serez bien obligé, vous, de choisir entre les uns et les autres. Vous serez bien obligé de voter la confiance ou la défiance. Comment allez-vous faire à ce moment-là ? Pourquoi ne pas travailler tous ensemble ? La droite et la gauche ? Pourquoi ne pas travailler tous ensemble ? Oui, vous pensez que c'est possible ? Je pense que c'est possible. Vous pensez que M. Copé accepterait de travailler avec M. de résoudre des problèmes avec M. Hollande ?
peut-être pas de résoudre les problèmes avec M. Hollande, mais lorsque vous avez une multitude d'élus de tous bords qui se mettent autour d'une table, comme on le voit régulièrement d'ailleurs, pour discuter, on peut essayer, en tout cas, de communiquer, de faire passer des propositions, d'argumenter. Je vous l'ai dit, je ne suis pas pur produit du politicien, mais j'ai tellement vu de candidats, d'opposition, s'attabler, passer des soirées autour d'une bonne table et discuter, même politique, et après faire comme s'ils sont en opposition. Moi, plus rien ne m'étonne, hein, je vous assure, plus rien ne m'étonne. Moi, aujourd'hui, il est évident que M. Hollande commence à concrétiser certaines de ses promesses. Ça, c'est une évidence, et c'est tant mieux. J'apprends récemment la création de 1000 postes supplémentaires à l'éducation. Bravo, il faut continuer dans ce sens. L'éducation, c'est la base de tout. Mais je mets en avant davantage la démocratie relationnelle que nous revendiquons au sein de l'Alliance écologiste indépendante. Je mets en avant cette démocratie relationnelle qui nous permettra de pouvoir communiquer tous ensemble, quelle que soit la couleur de notre parti. Nordine. Même pour le problème de santé, quand même, c'est un problème qui touche la plupart, et surtout des gens qui sont vraiment qui vivent la précarité. Quand on voit simplement le centre mutualiste, bientôt il va fermer, faute de moyens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens, par exemple, d'aller voir un dentiste, n'ont plus les moyens d'aller voir, par exemple, un opticien pour changer de lunettes. Et là, quand même, c'est quelque chose de catastrophique. C'est pour ça, moi, ce qui m'a étonné dans cette campagne, toute la campagne depuis qu'ils ont commencé, personne ne parle de ces véritables problèmes. Il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de santé, et je dirais même, moi, j'irai encore plus loin. C'est pour non-assistance à enfants et personnes en danger. C'est quand même quelque chose de grave. Aujourd'hui, pour aller voir un dentiste, malheureusement, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est quand même quelque chose de grave. Et ces hommes politiques, pendant X années, la droite, moi j'en suis persuadé que la droite quand même a été fatale dans ce domaine-là. Avec toutes les lois qu'ils ont créées, la plupart des Chibani, les gens de chez nous, on leur impose de vivre ici en France avec une maigre retraite, parce qu'ils touchent un peu le Fonds de solidarité nationale, 200 ou 300 € de plus, on les oblige. Il y a des vieux qui se sont retrouvés avec 200-300 € par mois. Tout à fait. Elle est où, la justice, elle est où cette justice? Il n'y a pas de justice, on a l'impression de vivre. C'est pour ça, moi, quand on nous parle des pays du tiers-monde, si on prend aujourd'hui un pays comme l'Afrique du Sud, il y a des gens, peut-être qu'avec tous les problèmes qu'il y a, c'est pas exactement le tiers-monde d'Afrique. Oui. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Nourdine, parce que c'est intéressant. Effectivement, nous voyons régulièrement des Chibani, comme tu le dis si bien Nourdine, des anciennes chez nous, assis sur un banc autour de graviers, sans aucun équipement. Ils n'ont pas de structure pour pouvoir parer à des occupations, échanger ensemble, faire des activités ensemble. Ils sont très frustrés parce qu'effectivement, ils vivent en France, ils ont travaillé en France, ce sont des Français à part entière, ils n'ont aucun équipement pour se distraire et améliorer leur vieux jour, comme on dit. Ils sont très demandeurs de jardins partagés pour pouvoir cultiver, pour pouvoir tout simplement parer à l'alimentation, et une alimentation saine, des légumes, des fruits dans leur famille. Et ils me disent souvent, mais ça nous permettrait aussi de renforcer le lien intergénérationnel, parce que ça nous permettrait de nous sentir utiles et d'expliquer à nos enfants ou à nos petits-enfants comment jardiner, comment cultiver. Il y a très très peu de jardins partagés, et pour la plupart, qui les détiennent en tout cas, eh bien, ils ont la chance d'avoir des personnes, on va dire, bien placées pour leur attribuer. Et ils en sont très frustrés. C'est une des réalités de constat au travers des personnes âgées. Ensuite, il y a la problématique des mosquées, parce qu'on a vite fait de nous mettre sur le dos les prières dans les rues. Dans le nord de Marseille, il n'y a pas de prières dans les rues, ça c'est faux, déjà. Mais par contre, les mosquées, est-ce qu'on peut réellement les appeler des mosquées quand il s'agit de caves où elles vont prier? Honnêtement, est-ce qu'on peut appeler un petit local en dessous d'un bâtiment où on se regroupe, où on s'entasse, ne serait-ce que pour parler religion ou pour prier? Est-ce qu'on peut appeler ça une mosquée? Il y a vraiment du travail à faire pour ces gens-là.
Jacques, juste, je rebondis sur les mosquées, comme c'est un problème quand même que je connais un petit peu. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mosquées, il ne faut pas mettre tout sur le dos des pouvoirs publics. Oui. Les mosquées, si on veut construire des mosquées, c'est à la communauté musulmane de s'unir, de trouver des solutions. Malheureusement, aujourd'hui, quand on sait une ville comme Marseille, normalement, un lieu de culte, il doit être régi par la loi 1905. Tout à fait. Peut-être dans toute la ville de Marseille, il y a une ou deux mosquées qui sont régies par la loi 1905. Donc il y a un problème aussi, il y a un problème de gouvernance dans ces mosquées-là. Il y a un problème de la formation des imams qui sont en train... Il y a un danger pour nos jeunes qui sont en train d'entendre plusieurs sons de cloche, et c'est quelque chose de catastrophique. C'est ça le véritable problème. Et là, les députés, tout ça, moi je dis simplement il faut l'application de la loi. Les gens qui veulent s'investir, on a les moyens. On a les moyens et qu'on cesse de demander simplement aux autorités de nous donner un terrain pour construire une mosquée, de nous donner une salle de prière. On n'a pas besoin. On a les moyens et on a des moyens. Quand on sait simplement sur la viande halal, juste, je rebondis sur ça, Jacques, si tu permets, que les gens qui touchent l'argent sur l'abattage de la viande halal, c'est des sociétés aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont enrichies et qui perçoivent des millions d'euros. Il faut expliquer ça aux gens. Quand on sait que c'est la mosquée de Paris qui prend une certaine part de cet argent-là, la mosquée de Lyon et toutes les autres mosquées, il y a 1400 ou 1500 mosquées. Donc il n'y a pas une répartition de ces hommes-là. Et quand même, là, c'est quelque chose de... Et c'est pour ça que le rôle du député, il faut poser tous les problèmes pour essayer de trouver des solutions. Malheureusement, je ne sais pas comment, personne ne parle. D'insécurité, on ne parle pas. On ne peut pas parler d'islam, on ne peut pas parler de mosquée. Si on va parler de mosquée, on va porter peut-être, si on parle beaucoup de mosquées, les gens ils vont dire qu'ils ne vont pas voter pour nous, c'est les musulmans, parce qu'ils s'attaquent aux mosquées. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. La gestion des lieux de culte, il faut un débat, déjà entre les musulmans, que les gens compétents qui puissent gérer ces lieux de culte. Tout à fait. Mais la gestion des lieux de culte regarde les musulmans. C'est à eux à résoudre ce problème. Le politique n'a pas interféré, doit donner les bases légales qui permettent aux gens de résoudre des problèmes. Mais après, on n'a pas à s'insérer dans la religion catholique, la religion juive ou la religion musulmane quand on est l'État laïque. Jacques, juste, il ne faut pas oublier que nous sommes la seule communauté, que nous sommes régis encore par le régime du Code de l'indigénat. Nous sommes la seule communauté. Ça, c'est grave, oui. Non, oui. Le conseil du culte musulman, les réunions, ils se font à la place Beauvau. Oui. Voilà. Donc nous sommes la seule communauté. C'est vrai. Un jour, moi j'ai dit que le plus grand imam, lorsque Sarkozy était ministre de l'Intérieur, parce que j'ai vu pas mal d'imams qui prenaient le train pour aller sur Paris, le plus grand imam de France, c'est M. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Parce que lui, il a pu réunir tous les imams pour faire des réunions. Là, il faut reconnaître. Comment voulez-vous que les gens puissent être représentés quand on simplement en fonction de la superficie des lieux de culte? Vous prenez un inculte qui a 1000 mètres carrés, il a 10 délégués, et vous prenez une mosquée où il y a 100 mètres carrés qui est gérée par quelqu'un quand même de compétent, il a un délégué. Donc il y a même... voilà, c'est... Oui, mais justement, j'en reviens à ça c'est au culte musulman à s'organiser et à décider lui-même, sans interférer avec un Nicolas Sarkozy ou un Emmanuel Valls, de la manière dont ils vont s'organiser. L'organisation des cultes, elle a commencé déjà avec les socialistes. C'est Père Jox qui a commencé déjà avec le Corif la première fois. Ils sont maintenant... L'islam de France, si on peut l'appeler l'islam de France, il a toujours été préparé à la place Beauvau. Oui. Et ça, il faut rompre avec ça. Il faut rompre lorsque les lois seront appliquées, lorsque les lieux de culte seront régis par la loi 1905. Ça, c'est déjà la première des choses à faire. L'État laïque n'a qu'une chose dans ce domaine à faire, c'est garantir la liberté de conscience et la liberté de culte. Oui, mais nous, le problème, c'est diviser pour mieux régner. Absolument, j'allais le dire, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est le diviser pour mieux régner qui nous met dans cette impasse aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Il faut absolument que la loi 1905 soit régie et contrôlée, et Nourdine le fait bien de le souligner. Il faut absolument créer une loi, en tout cas, pour mettre toutes les religions sur le même piédestal, et pas de distinction. Tout à fait, c'est effectivement la laïcité. Et donc, si vous êtes élu, ça sera aussi un des combats que vous mènerez. Ça sera aussi un des combats que je mènerai. Alors, le parti donc, que vous représentez, l'AEI, est un parti qui existe un peu sur toute la France. C'est... comment il s'appelle votre leader? Jean-Marc Governatori. Jean-Marc Governatori, c'est ça.
c'est effectivement un parti qui a jamais choisi qui a pas choisi entre la droite et la gauche. Vous avez pour l'instant pas d'élu, mais vous présentez beaucoup de candidats sur toute la France. Oui, nous je pense que le gouvernateur avait comme objectif de se présenter à la présidence de la République. Tout à fait. Il n'a pas obtenu le nombre de signatures, il a obtenu 420 signatures. Et aujourd'hui, nous avons près de 400 candidats qui se présentent à la députation sur toute la France. Et vous espérez avoir des élus? Vous pensez que c'est possible? Écoutez, moi je me lance je me lance ce défi en tout cas. Je pense que c'est possible. Vous battez pour gagner dans le 15e. Alors je me bats pour gagner et je suis quelqu'un de très terre à terre, très réaliste. Il est évident que face aux partis traditionnels qui ont les moyens humains, financiers, de faire leur propagande, de faire leur campagne, nous sommes très petits, mais en tout cas je porte les idées du parti, le projet de société de l'Alliance écologiste indépendante, et je compte bien continuer mon combat pour porter ces idées, mais surtout pour que l'on prenne acte des propositions que nous, société civile, nous voulons faire pour arriver à réguler tout ce dont souffre la population de nos quartiers. Et ça n'est pas une utopie. Il y a des propositions qui tiennent la route. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'éducation, déjà, lorsque vous savez que dans ce territoire, et majoritairement ce sont des familles monoparentales, le simple fait de pouvoir allouer des moyens aux enfants dès leur plus jeune âge pour repérer les fragilités psychologiques, réduire le nombre de classes, les accompagner et leur donner une éducation de qualité sur la partie scolaire, mais également sur la partie familiale. Je pense notamment à ceux qu'on appelle nouveaux arrivants, qui sont là que depuis quelques années et qui ont besoin effectivement qu'on les aide à s'insérer. D'accord ? Il faut leur donner la possibilité, favoriser l'intégration dans la société. Et ça, jusqu'à présent, ils n'y ont pas eu droit. Donc il ne faut pas s'étonner de l'incivisme augmentant dans nos quartiers. Il ne faut pas s'étonner de la petite délinquance augmentant. J'entends souvent ces femmes me dire « je n'arrive plus à le tenir, je ne sais plus comment faire ». Il faut les aider. Il faut les aider si réellement on veut arriver à montrer nos quartiers positivement, à dire voilà les talents, voilà les talents de réussite. On met en place des actions, on met en place au sein du club de la diversité, on les coach sur le savoir-être, sur le savoir-faire, et on a organisé aussi des ateliers de l'excellence avec le club du 21e siècle. Effectivement, il y a des gamins qui ont pu, car leurs parents se sont saignés aux 80, qui ont pu atteindre le bac. Mais il faut savoir qu'un enfant sur 5 un seul enfant sur 5 obtient le bac. Donc c'est grave. Et à partir du moment où ils obtiennent le bac, où ils vont jusqu'au master, au bac plus 5, jusqu'aux licences, vient ensuite le barrage lié à la discrimination. Discrimination géographique, discrimination ethnique, discrimination sociale. Donc vous voyez, le chantier est vaste en matière d'éducation. Je vais quand même revenir, si tu le permets Nordine, sur le terrain politique. Pour faire ça, il faut quand même des alliances. Le discours que vous tenez est finalement pas si loin que ça de celui d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y aurait pas possibilité de faire des alliances avec d'autres partis écologistes? Il commence à y en avoir pas mal, des partis écologistes. Il y a le MEI de Antoine Wechter. Il y a Europe Écologie Les Verts, il y a donc votre organisme, il y a Cap 21 qui est aussi un organisme écologiste de madame l'avocate, j'ai oublié son nom, j'ai mon Alzheimer qui me reprend, c'est pas grave. L'ancienne ministre de Juppé. Là, je ne me rappelle pas son nom. C'est même l'avocate qui défend les... Oui, tout à fait, mais ça me reviendra d'ici la fin de l'émission, mais ça ne serait pas bien que je ne m'en rappelle pas. Donc, il y a tous ces mouvements. Pourquoi elle est seule au combat? Corinne Lepage, c'est ça. Merci. Ton cerveau est plus rapide que le mien. C'est clair. Je vais vous faire un aveu, Jacques. Je suis une ancienne d'Europe Écologie Les Verts. Si j'ai quitté ce parti, c'est parce que je ne me reconnais plus dans, j'allais dire entre guillemets, les alliances qui sont faites. J'estime que l'écologie, c'est un projet de société qui va au-delà de l'inféodation d'un parti plus qu'un autre.
C'est un projet de société qui est noble, qui repositionne, comme je disais tout à l'heure, l'humain au centre du débat, sur toute sa splendeur. Et j'ai été forte surprise d'apprendre il y a quelques temps, il y a peut-être 8-10 mois, que dans notre secteur nord, c'est M. Zeribi qui a obtenu l'investiture auprès d'Europe Écologie. Très honnêtement, pour l'avoir suivi dans sa campagne en 2007, il n'a rien d'écologiste. Je peux me permettre de le dire. Et je peux vous donner même une anecdote, puisqu'on est en campagne jusqu'à ce soir. Quel bel exemple en tant qu'investi à Europe Écologie que d'avoir des équipes qui collent des affiches sur des arbres, tout simplement. Ça, c'est un exemple concret. Que d'avoir des équipes qui ne respectent pas la démocratie. Nous, petits partis, nous avons des affichages libres. 3 emplacements, 4 emplacements, 6 emplacements. Lorsque mes équipes, elles ne sont pas aussi nombreuses, bien sûr, que les équipes de M. Zeribi. Mais lorsque mes équipes collent une affiche, elles en collent une. Elles n'en collent pas 6. Et le quart d'heure qui suit, bien entendu, mon affiche est recouverte. Et les 5 autres avec. Donc, excusez-moi, je suis franche. Je dis toujours ce que je pense. L'investiture de M. Zeribi sur le secteur nord de Marseille, qu'elle soit liée à des négociations, à des alliances entre lui et le parti actuel dans la majorité, je veux bien. Mais ça n'est pas l'exemple de l'écologie que je veux montrer dans nos quartiers, tout simplement. Monsieur Zeribi se présente comme membre d'Europe Écologie. Il n'a pas fait de négociation. Il a été élu, je pense, par les gens de son quartier. Mais je veux revenir justement sur Marseille. Un des problèmes de la politique à Marseille, ce sont les affaires que nous voyons surgir un peu partout, dans les quartiers nord, certes, puisque nous avons déjà une députée, oui, elle est députée et candidate, à qui le Parti Socialiste a enlevé l'investiture. Nous la recevons peut-être tout à l'heure, puisqu'elle doit venir ici, et donc on en parlera directement avec elle. Nous avons un président du Conseil général qui a été mis en examen pour association de malfaiteurs. Nous avons des procédures qui courent contre les uns et les autres. Les Marseillais en ont marre aussi de ça. En ont marre de l'attitude des politiques, du manque d'éthique en politique, de gens qui, entre guillemets, roulent des mécaniques dans toute la ville et qui, de l'autre côté, se permettent n'importe quoi dès que les lumières sont éteintes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, c'est un chantier presque prioritaire, la rénovation de la politique? Et qu'est-ce que vous pensez, pour terminer, d'Anticor, l'organisme qui se bat pour l'éthique en politique et qui a écrit une charte qu'il demande aux élus de signer? Alors, concernant la charte d'Anticor, je pense qu'elle est tout à fait justifiée. Ça, c'est un premier point, j'y adhère. Concernant le ras-le-bol des citoyens, qui d'ailleurs, bon nombre d'entre eux ne veulent plus aller voter justement face à toutes ces affaires redondantes accusant nos élus. Il est évident que le monde associatif a besoin d'être contrôlé. Il est évident qu'aujourd'hui, il faille mettre des moyens pour permettre aux associations efficaces dont on a besoin, ça c'est une évidence, dans nos quartiers, que ce soit en matière d'insertion, d'emploi, de lutte contre l'exclusion, toute forme d'action associative doit être non seulement contrôlée, mais doit bénéficier d'un label de reconnaissance d'utilité publique, afin de justement mettre fin à toutes ces pratiques illégales de certains de nos élus qui se servent de ces associations pour obtenir un électorat et donc financent ces associations même si elles ne font rien, même si ce sont des coquilles vides. C'est pas normal. Eh bien, Madame Ayette Boudella, je vous remercie. On arrive au terme de l'émission. Alors, comme je le fais pour tous les candidats qui se présentent ici, je vous souhaite bonne chance. Je rappelle que c'est dimanche que ça se joue.
je sais que vous souhaitez donc être élu, et j'appelle tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à voter dimanche pour l'un ou l'autre des candidats, mais à voter, c'est extrêmement important, c'est un devoir citoyen, et il faut que chacun le remplisse, il en va de la vitalité de la démocratie. Comme la loi m'y oblige, je vais lire l'ensemble des candidats qui se présentent. Alors je vais le relire parce que j'ai déjà fait tout à l'heure, mais comme je sais qu'il y a ce ne sont pas nécessairement les mêmes auditeurs qui écoutent d'une demi-heure à l'autre, je vais donc recommencer et ça ira vite. Je rappelle qu'après nous recevrons Monsieur Djelil plus tard donc Madame Andrieux qui devait être dans le créneau. Elle est là ? Alors, Jacques, juste une idée simple, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'écologie, tout ça. Pourquoi ne pas essayer de créer des panneaux lumineux dans tous les coins de la ville de Marseille, et ça évitera vraiment les panneaux, les affiches de partout, c'est devenu vraiment incroyable. On est pollué. Mais c'est la pollution pure et simple. Pourquoi ne pas créer, c'est pas moi, des panneaux lumineux avec les partis politiques, les gens qui se présentent, et ça évitera beaucoup de... Et chacun cotise en fonction du nombre de passages, et ça évitera tous ces... Vous savez, Nourdine... Parce que le nombre ça se chiffre en tonnes de... Vous savez, Nourdine, du fait qu'on est un petit parti, bien entendu, on n'a pas les mêmes moyens que je le disais tout à l'heure. Lorsque l'on affiche, et on ne veut pas afficher beaucoup parce que ça fait partie de l'écologie, on est immédiatement caché, masqué. Il ne faut pas qu'on nous montre. Ma force, elle est dans les commerçants, chez les commerçants et artisans du 15-16. Et j'ai eu beaucoup d'appels de mes commerçants qui m'expliquent que donc, dans leur local, ceux qui justement reconnaissent le travail de terrain, la femme que je suis, dans leur local ont mis mon affiche pour me donner de la visibilité parce qu'ils ont vu cette injustice. Ils m'ont appelé à plusieurs reprises pour me dire qu'on entre en force, certains partis entrent en force dans le commerce, arrachent mon affiche et essaient de mettre la leur. Donc c'est vous dire de quoi on souffre actuellement. Il faut penser pour trouver une autre solution. Les panneaux lumineux, je crois que ça sera la meilleure des solutions. Oui, et puis habituer les gens à un comportement civique tout à fait. Par la discussion, par la convivialité et parfois par la force. Effectivement, il faut retrouver le civisme, et dans nos quartiers nord, hélas, on en a bien besoin parce que le civisme a beaucoup disparu de nos quartiers. Beaucoup plus qu'ailleurs. Oui, ça fait partie de la dégradation des conditions. Alors, je vous signale, là, je viens de recevoir un SMS me disant que des écologistes de San Francisco étaient en train de nous regarder sur Internet. Oh. Vous voyez que notre voix porte loin ici. Eh bien, c'est très bien. Et je vais lire je salue d'ailleurs, je salue ma fille puisqu'elle en fait partie. Je vais lire donc l'ensemble des candidats de la 7e circonscription de Marseille, c'est-à-dire des 14, 15, 16. Claire Hems qui représente Debout la République, Pierre Bonnet qui représente... j'arrive pas à lire le parti qu'il représente, peu importe. Eddy Camilleri qui représente l'Union de la droite républicaine, Michel Carayon qui représente l'extrême droite, Jean-Marc Coppola qui représente le Front de gauche et le PCF, Chérif Haem sans étiquette qui devrait venir ici d'ailleurs, Mourad Goual qui représente la République solidaire, Magda Hadji qui représente le Parti radical de gauche, Henri Gibraïel qui est le candidat sortant et qui représente le Parti socialiste, Nabil Kadri qui a retiré sa candidature et qui a rallié Karim Zeribi, Salim Laibi sans étiquette, Michel Latil le Modem, Sonia Léon le Nouveau Centre, Nadia Maouj le Trèfle, Bernard Maranda le Front National, Zoubida Begheni qui représente le nouveau parti anticapitaliste, Claude Nassur qui représente les divers gauches, Daniel Pécou qui représente Lutte ouvrière et Karim Zeribi qui représente Europe Écologie Les Verts. Voilà donc pour l'ensemble des candidats. Je dis au revoir donc à Au revoir, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir et à bientôt, j'espère.